Quelle est la place des organisations de la société civile dans le plan national de développement 2018-2022? C'est la question qu'on va poser ce soir à notre invité. On sait que le Togo s'est doté, à l'instar d'autres pays de l'Afrique, d'un plan national de développement. Il couvre la période 2018-2022. Selon les autorités, ce plan, qui se veut très ambitieux, va permettre au pays de se lancer définitivement sur la voie du développement. Ainsi, chaque acteur est appelé à jouer sa partition dans la réalisation de ce plan national de développement. Au nombre de ces acteurs, justement, la société civile, quelle est la place qui lui est réservée dans ce plan? C'est la question qu'on pose ce soir à M. Nestor Ariavé, coordonnateur du COSCREMA Togo. M. Ariavé, bonsoir. Bonsoir, c'est Samuel. Merci d'accepter l'invitation. C'est un grand plaisir. Alors, vous avez, tout comme tout Togolais, écouté donc, suivi le lancement du plan national de développement. D'abord, comment vous percevez tout cela, que maintenant le Togo se dote d'un PND à l'instar d'autres pays comme le Burkina Faso, le Sénégal et autres? Ah oui, je crois que c'est une bonne chose que le pays se dote d'un plan de développement, puisque ce plan de développement est censé canaliser les efforts de développement du pays. Ça devient un cadre fédérateur des politiques publiques en matière de développement. Et c'est bon que le pays se dote d'un tel outil, parce que sans cela, ce serait un pilotage à vue et ce serait dommageable pour le pays. Donc c'est une bonne chose que le pays se dote d'un plan de développement. Est-ce que vous partagez quand même l'optimisme qu'affichent aujourd'hui les autorités togolaises par rapport à ce PND? Ah oui, l'optimisme, c'est vrai que le gouvernement affiche un grand optimisme par rapport à ce plan de développement et c'est pour la bonne cause. Alors, je peux dire que je comprends cet optimisme, mais est-ce que je le partage? On pourra en discuter. Alors, pourquoi je le comprends? Parce que le plan de développement du Togo pour la période 2018 et 2022, c'est un ensemble d'actions qui ont été conçues pour pouvoir permettre à ce que le pays connaisse une croissance forte et une croissance qui pourrait permettre de réduire la pauvreté. Et donc, puisque le gouvernement veut effectivement réduire la pauvreté, il faudrait que, disons, l'économie connaisse une forte croissance. Et comment arriver à impulser une telle croissance? C'est ça qui a amené à prévoir les grandes actions, les grands axes du PMD que nous connaissons tous déjà. Bon, maintenant, ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, c'est-à-dire le grand optimisme qui est affiché par le gouvernement, pourquoi est-ce que je dis que je le comprends? Parce que là, il faudrait essayer de se plonger un peu dans ce plan pour voir qu'en réalité, pour pouvoir mettre en œuvre ce plan, les ressources, l'essentiel des ressources, disons, plus des 2/3, c'est-à-dire 65%, doit provenir du secteur privé. Alors que le secteur privé, pour pouvoir l'inciter, l'amener à mettre l'argent, à faire la main à la poche, il faudra d'abord le convaincre. Donc, le gouvernement fait une opération de charme consistant d'abord à informer l'ensemble des acteurs, tous ceux qui doivent mettre la main à la poche, il faudrait les informer. Ensuite, il faudrait les motiver. Après les avoir motivés, il va falloir les persuader avant de les inciter à l'action. Et donc, tout ce que fait actuellement le gouvernement, c'est de bonne guerre. C'est ça qu'il fallait faire. Il faudrait que le gouvernement se transforme un peu en quelque chose qu'on peut appeler un vendeur. Il faut vendre ce plan. Et donc, pour vendre quelque chose, il faut être optimiste. Il faut en être convaincu avant de pouvoir convaincre autrui. Donc, ce que fait le gouvernement, on peut le comprendre. Maintenant, est-ce que je le partage? Là, c'est là où on pourra peut-être... D'accord. Maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pessimistes par rapport à ce plan parce que pour ces personnes-là, ce n'est pas la première fois que le Togo se dote d'un plan, d'un programme, quel que soit le nom qu'on y donne. Et pour eux, celui-ci n'est qu'un plan de plus. Oui,
c'est vrai que ce plan n'est pas le premier du genre. Avant ce plan, on a connu la SCAP. Et donc, avant la SCAP, il y a eu le DSRP 1 et puis le DSRP complet. Donc, disons que les politiques de développement, les cadres fédérateurs, le Togo en a déjà connu. Et puis, on sait aussi que ces différents plans qui ont été élaborés et mis en œuvre dans les périodes précédentes n'ont pas véritablement apporté le grand changement qu'on en attendait. Et donc, on peut comprendre ceux qui sont pessimistes à voir un peu, disons, le passé récent. C'est-à-dire, quand on prend la SCAP, qui a été mise en œuvre sur la période de 2013 à 2017, et si on voit un peu le bilan de la SCAP, et si il faut être franc, ça a été presque une déception, parce que la SCAP n'a pas tenu véritablement ses promesses. Et donc, si on se fonde sur les résultats mitigés de la SCAP, on peut comprendre les personnes qui sont pessimistes lorsqu'elles observent aujourd'hui tout l'engouement qu'on observe autour de PND. Justement, pour ces personnes-là, vous avez évoqué un bilan mitigé, par exemple, pour la SCAP, le DSRP n'a pas connu une meilleure fortune que ça. Ce sont les mêmes acteurs qui sont encore quasiment aux commandes aujourd'hui, et les gens se disent, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Oui, ce sont les mêmes acteurs, d'accord. Mais est-ce que c'est parce que ce sont les mêmes acteurs qu'il ne pourrait pas y avoir de changement? Moi, je ne vois pas la chose sous cet angle-là. Les mêmes acteurs peuvent être là et pourtant faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait produire des résultats vraiment différents. Mais le problème, c'est la stratégie. Et donc, quand on regarde un peu le PND, on se rend compte qu'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques qui pourraient faire que le PND ne connaisse pas véritablement le grand succès qu'on en attend. Par exemple, le risque lié un peu au financement. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a atteint un niveau d'endettement tel qu'il ne lui est plus possible d'obtenir des ressources sous la forme de prêts de ceux qui habituellement lui consentaient des crédits. Donc le Togo mise un peu sur les dons et les prêts à taux concessionnels, mais vraiment dans une fourchette assez limitée. Le Togo compte surtout sur le secteur privé. C'est-à-dire que le Togo voudrait, par exemple, quand on parle de la transformation du port autonome de Lomé, pour en faire un hub logistique. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait trouver des investisseurs étrangers, des hommes d'affaires étrangers qui acceptent de mettre la main à la poche pour pouvoir vraiment injecter beaucoup d'argent dans le secteur-là, pour pouvoir vraiment opérer les transformations qu'il faut. Il faudra construire des routes, enfin une autoroute allant de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, construire, disons, une voie de fer, une voie ferroviaire, sur la même longueur, c'est-à-dire de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, pour pouvoir faire du Togo un corridor. Bon, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Alors, la stratégie que le pays compte mettre en œuvre pour pouvoir mobiliser ces ressources-là, c'est ça qui pose problème. Parce qu'on sait déjà que, disons, les flux financiers quittant les pays qui ont beaucoup d'argent, disons les pays riches, vers les pays pauvres, ces flux financiers connaissent actuellement une réduction drastique. Et donc, et c'est là la crainte, si on n'arrive pas à mobiliser le financement, c'est-à-dire disons le quantum attendu pour pouvoir financer le PND, qu'est-ce qui adviendrait? Ça veut dire qu'on ne pourra pas réaliser les actions prévues. Et si on n'arrive pas à réaliser les actions prévues, ça veut dire qu'il n'y aura pas la croissance attendue. Si on n'a pas la croissance attendue, ça veut dire qu'on ne pourra pas réduire la pauvreté. Et donc, ce risque-là, seul, nourrit déjà, ça permet de nourrir le pessimisme qu'on observe chez un certain nombre de personnes. Et je crois que c'est ce que le gouvernement a compris. Voilà pourquoi le chef de l'État, lui, s'est transformé en une sorte de VRP, un voyageur représentant placier, pour pouvoir, disons, rencontrer
tous ceux qui sont susceptibles d'injecter de l'argent dans notre secteur, enfin, dans notre économie, pour pouvoir permettre la réalisation effective du PND. Donc, en réalité, les difficultés qu'il y a sur la table en ce qui concerne la mise en œuvre du PND, ces difficultés sont nombreuses et cela peut effectivement contribuer à nourrir le pessimisme. Alors, vous pensez donc que le fait, par exemple, que ce PND repose à 65% sur le secteur privé peut lui être préjudiciable? Oui. Il me semble que c'est parce que le Togo n'a pas d'autre choix que cela est fait comme ça. En principe, les ressources pour pouvoir financer le développement d'un pays doivent provenir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait que, par exemple, comment l'appelle-t-on, les impôts, les taxes, les droits de douane et tout ce que les agents économiques intérieurs produisent comme richesse, c'est de ça qu'on doit tirer en principe les ressources pour financer le développement. L'extérieur ne devrait intervenir qu'en appoint, en principe. Mais il se fait que, même au plan intérieur, les ressources pouvant provenir des agents économiques intérieurs, tout ça là, il y a beaucoup de doutes qu'on puisse... L'assiette fiscale est vraiment assez restreinte. Voilà. Donc, on ne peut pas... c'est pas vraiment possible qu'on puisse tirer des ressources de l'intérieur du pays pour pouvoir financer le plan. Donc, il va falloir faire appel aux contributions extérieures. Donc, tout ça, ça fait que véritablement... on peut dire que là vraiment, c'est un risque. Hein? C'est un vrai risque. 65% de l'enveloppe globale. 4 622 milliards. Voilà. Qu'on attend vraiment de l'extérieur, surtout du secteur privé. Vraiment, on se demande, mais comment est-ce que ça peut être possible? Comment est-ce que ça peut être possible? La question se pose parce que nous sommes déjà le PND a débuté en 2018. Nous sommes en 2019. Et quand vous prenez un peu le plan avec les différentes projections, chaque année avec un résultat attendu. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2019 et c'est maintenant qu'on est en train de chercher les financements. On est en train de mobiliser les gens qui doivent mettre la main à la poche. Alors que dans le schéma, il fallait que les contributions attendues arrivent à date fixe, à bonne date. On est en 2019. Si les choses se poursuivent comme on le constate maintenant, quand est-ce qu'on va arriver à réunir les financements attendus pour pouvoir obtenir les résultats attendu à chaque année, puisque dans la façon dont le plan est conçu, chaque année, on doit normalement avoir des effets. Des effets. Voilà. Et c'est ça qui permettra de savoir qu'effectivement, on est en train d'évoluer vers l'impact qu'on attend. L'impact, c'est qu'on devrait normalement avoir une baisse, enfin une réduction sensible du taux de pauvreté dans le pays. Donc tout ça là, ça fait réfléchir. Alors beaucoup estiment également que, par exemple, la situation intérieure du pays, même sur le plan sociopolitique, peut constituer un facteur de découragement. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, même le document de ce plan de développement en a parlé un peu. C'est-à-dire, pour que le plan-là puisse connaître un réel succès, il faudrait une stabilité sociopolitique. Alors qu'on sait que déjà, depuis 2017, le pays est entré dans une zone de turbulence caractérisée par des crises politiques. On n'en est pas encore sorti, on est toujours là. Même si on constate une accalmie, on sait que l'apaisement n'est pas vraiment là. Alors, si l'apaisement attendu n'est pas au rendez-vous, comment est-ce que les investisseurs étrangers pourraient avoir le courage de venir investir de l'argent dans une économie où les risques de perturbation sont vraiment évidents. Bon, donc,
tout cela, ça fait quand même craindre, hein, comme on le dit, vraiment, ça nourrit le pessimisme en réalité. Alors, mais néanmoins, bon, quand on lit le PND, c'est vrai que c'est un grand document, ça fait 167 pages. Oui. On voit quand même que c'est très bien construit et les axes, les 3 axes, faire du Togo, de la capitale surtout un hub logistique de première importance, développer les agropoles et puis l'inclusion sociale et tout. Oui. Alors, sur ces 3 axes-là, au niveau des organisations de la société civile, est-ce que vous vous sentez particulièrement plus concerné par un axe sur lequel vous pouvez apporter, par exemple, votre contribution? Tout d'abord, il faut clarifier une situation. Les organisations de la société civile sont des partenaires de plein droit au développement. Et en cela, les OSC doivent non seulement contribuer au suivi évaluation du PND, mais surtout, ils doivent également contribuer à la mise en œuvre. Donc, tous les 3 axes, surtout les 3 axes, les OSC sont concernés. Oui. Ils sont concernés surtout dans la façon dont ils vont observer, c'est-à-dire suivre la progression qui devrait permettre d'obtenir les résultats. Et donc, par exemple, sur le premier axe, qui consiste à mettre en place un hub logistique, voilà. Qu'est-ce que les OSC peuvent faire sur cet axe-là? Il s'agira de voir la mesure dans laquelle les programmes, parce que tout ça là, ça sera transformé en programme, en programme et projet. Donc, s'il faut transformer le port en un hub logistique, il faudra mettre en place un programme d'où on devait tirer des projets et avec des ressources. Donc, nous, les OSC, notre rôle consistera à voir la mesure dans laquelle les ressources qui sont affectées au financement de ces activités sont effectivement utilisées. Et si la progression telle que conçue par le plan, si elle est observée du début jusqu'à la fin, la mesure dans laquelle la corruption a été réduite, parce que nous savons que, de façon générale, les ressources qui sont souvent affectées au financement du développement, ces ressources-là sont détournées. Voilà, elles sont détournées à d'autres fins. Et donc, notre rôle, c'est de voir si effectivement les ressources qui ont été affectées pour chacune des actions qui ont été prévues dans le plan sont effectivement utilisées. Mais non seulement on suit l'utilisation des ressources, on doit aussi suivre l'obtention des résultats. Parce que les ressources, on peut les utiliser. Mais est-ce que ça produit le résultat qui était attendu, les résultats qui ont été, identifiés et mis dans le plan? Donc, nous devons aussi également suivre cela. Et c'est tout cela qui fait que nous avons un rôle vraiment important à jouer sur tous les plans, sur les 3 axes du plan. Mais, de façon particulière, l'axe 3, qui parle de l'inclusion sociale. Cet axe 3 nous interpelle en particulier parce qu'il s'agira essentiellement de voir comment est-ce que ce plan-là va contribuer à réduire les inégalités sociales, à réduire la pauvreté, l'extrême pauvreté, à apporter le bien-être à chaque ménage. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle, enfin une bonne partie de notre rôle, ça consiste à voir comment est-ce que les plus faibles, les plus démunis, ceux qui ne peuvent rien, comment est-ce qu'on prend en compte leur intérêt et préoccupations. Donc l'axe 3 est vraiment un axe sur lequel nous avons vraiment un rôle assez important à jouer. Alors ça veut dire qu'essentiellement, dans le cadre du PND, le rôle des OSC va être un rôle de suivi, évaluation et d'éveil? Justement, le rôle essentiel, c'est le suivi de la mise en œuvre. Et oui, comme vous l'avez dit, la veille et l'éveil. La veille, c'est-à-dire, nous devons faire en sorte que on doit rester aux aguets normalement. On doit rester aux aguets pour voir si toutes les intentions qui ont été mentionnées dans le document, si ces intentions-là sont réellement en train d'être mises en œuvre. Mais il faudra aussi jouer le rôle d'éveil.
l'éveil, ça consiste disons, à mobiliser la population. C'est-à-dire la bonne information, donner la bonne information aux populations, parce qu'il y a des choses que les populations, c'est-à-dire les bénéficiaires, les différents projets qui ont été identifiés, les personnes qui devraient en être les bénéficiaires, il faudrait que ces personnes connaissent certaines informations. C'est ça qui leur permettrait d'être éveillés et de réagir quand il le faut, puisque le PND tient également compte de la décentralisation. Oui. Et cela signifie que dans les collectivités territoriales qui seront dotées normalement dans un proche avenir d'élus locaux, il va falloir que les citoyens qui sont au niveau des communes connaissent effectivement leur rôle et il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui est prévu dans le plan pour leur commune. Et normalement, les communes doivent elles-mêmes établir des plans de développement qui sont axés sur le PND, puisque le plan de développement des communes doit, disons, être... c'est-à-dire, ces plans-là doivent tenir compte des orientations données dans le PND. Et donc, les citoyens doivent connaître d'abord ce qui est mis dans le PND pour pouvoir savoir si leurs communes sont effectivement en train de faire ce que... si elles fonctionnent suivant les orientations qui sont contenues dans le PND. Donc, tout ça là, c'est du ressort de la société civile qui doit aider la population à comprendre leur rôle et responsabilité et les aider à effectivement jouer ces rôles-là. Ça veut dire qu'on ne risque pas, par exemple, de voir des acteurs de la société civile jouer un rôle de mobilisation de fonds? La société civile, généralement, entretient des partenariats avec des partenaires au développement. Bon. Mais dans la mise en œuvre du plan national de développement, c'est-à-dire le PND, il n'est pas attendu de la société civile de mobiliser des ressources pour pouvoir assurer la mise en œuvre de tel ou tel axe. Mais, ceci dit, étant donné que les acteurs de la société civile ils mènent différentes actions de développement. Par exemple, l'accès aux services essentiels, tels que l'éducation, l'eau, la santé, tout ça là. Ces choses-là, nous les faisons déjà. Si nous trouvons des partenaires qui nous aident à réaliser des projets nouveaux, ce ne serait qu'en complément de ce que le PND a déjà prévu. Parce que à partir de 2018 jusqu'à 2022, toute action de développement, qu'elle soit mise en œuvre par la société civile ou bien par le secteur privé ou bien par l'État, tout ça là doit se référer au PND. C'est le cadre fédérateur des politiques de développement. Donc, si nous arrivons à mobiliser des ressources pour pouvoir construire une école, pour pouvoir, par exemple, lutter contre les changements climatiques, ou bien pour pouvoir aider une commune à faire ceci ou cela, tout ça là, ça ne fait que contribuer à la mise en œuvre du PND. Et en cela, on peut dire que la société civile peut mobiliser des ressources pour le financement du PND. Alors, dernière question, Nestor Ariavé. Quels sont maintenant les actes forts que les OSC attendent des autorités pour que le PND ne soit pas juste un plan de plus, comme le président de la République l'avait dit lors du lancement? Alors, nous pensons que, tout d'abord, il faut une appropriation interne. Ce n'est pas encore le cas. Le PND, jusqu'à ce jour, n'est pas encore vraiment connu par les populations. Et par exemple, nous, ici, nous sommes dans la région maritime et moi, j'ai l'habitude d'aller dans les préfectures de la région maritime, dans l'Avé, dans le Vaud, dans le Bas-Mono, dans le Yoto, dans le Zio. Vous ne pouvez pas parler du PND au niveau d'un CVD, ou bien un comité de développement, et vous pouvez vous attendre à quelque chose de concret. La plupart ne connaissent pas, ne savent pas encore de quoi il est question. Bon, alors, normalement, l'État devrait commencer par là. On devrait d'abord faire une vulgarisation pour permettre une appropriation interne de ce plan. Et ce n'est qu'à partir de là maintenant qu'on pourra s'assurer qu'effectivement les citoyens sont au parfum des nouvelles orientations. C'est-à-dire, on parle de leur bien-être. Il faut qu'ils en soient informés. Voilà, pour pouvoir vraiment adhérer à ces orientations-là et contribuer. Donc, nous attendons à ce que le gouvernement, une fois que ces opérations de charme envers les bailleurs de fonds
une fois que ça sera terminé, moi je ne veux même pas que ça soit terminé avant qu'on ne le fasse. Il faudra que dès maintenant, que le gouvernement songe à trouver la bonne stratégie. Nous sommes disposés à pouvoir véritablement contribuer à ce qu'on trouve la bonne stratégie pour pouvoir informer et assurer une appropriation interne de ce plan de développement. Ensuite, il va falloir agir sur les facteurs de risque. Parce que les risques sont grands, et notamment les risques sociopolitiques, notamment les risques liés au financement. Il faudra que le gouvernement prenne la mesure de la situation. Et s'agissant par exemple des risques sociopolitiques, c'est le lieu aussi de dire qu'il faut qu'on cesse de faire traîner outre mesure les dissensions politiques qu'on a connues et qu'on a traînées jusqu'ici. Il faut que vraiment, en raison de la mise en œuvre de ce plan si ambitieux, il faudra qu'on fasse en sorte que le pays connaisse un véritable apaisement sur le plan sociopolitique, afin qu'on ait la sérénité voulue pour pouvoir se consacrer aux tâches de développement. Donc, ces choses-là me paraissent vraiment fondamentales, et c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque, comme tout à l'heure je l'ai dit, le plan est étalé sur 5 ans et chaque année avec un résultat qui est attendu. Nous sommes à l'an 2, puisque nous sommes en 2019. Voilà. Donc, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, si on pense que c'est demain qu'on va le faire, ça veut dire qu'on aura raté le résultat qu'on attend pour cette année-là. Donc, merci. On est arrivé à la fin, Nestor Ariabé. Voilà. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie également. Coordonnateur du COSCREMA Togo. Merci. On marque maintenant la pause. On revient après le journal pour Regard croisé.